Bonjour à tous, vous êtes bien sur le live Histoire. Je vais recevoir mon ami Benjamin Briot qui tient la chaîne Nota Bene sur l'histoire et nous allons parler des origines des épidémies. Voilà, je trouvais ça intéressant. Donc bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais me concentrer pour essayer de le canaliser tout de suite et d'essayer de le connecter le plus rapidement possible, qu'on ne perde pas de temps. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez toujours le moral. Et comme vous le savez, les lives, c'est l'occasion d'apprendre des choses sur des thèmes différents. Il est là, et c'est l'histoire. Voilà. Merci d'être super nombreux au rendez-vous. Salut! Hello! Ça va? Je suis contente. Ça a marché. Oui, moi aussi, j'ai réussi à me connecter. Je suis vraiment nul sur Insta, mais j'ai réussi à me connecter. Écoute, Mais enfin, mais t'es youtubeur pourtant. Mais c'est vrai que c'est oui, pas la même sur chose. YouTube. C'est ça, exactement. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, dans mon bureau, dans mon sous-sol, voilà, tranquille, protégé. C'est cool. Tu confines à Tours? Ouais, bah carrément, ouais, bah, chez moi, quoi. Je Bah reste ouais, chez toi. dans la région. Exactement. Alors, il y a vraiment beaucoup de gens qui te connaissent, donc j'avais même pas vraiment besoin de te présenter. Il y en a plein qui ont vu la vidéo et j'ai reçu énormément de questions pour toi. Eh ben Euh, écoute, ok. Voilà, voilà. Donc on va tout de suite commencer. Je disais que c'était important de remonter aux origines parce que ça permet de mieux comprendre le présent quand on fait un peu le bilan du passé. Déjà, il y a des gens qui ont posé la question sur l'origine du mot la Covid-19. Étymologiquement, en fait, je pense que tout le monde le sait, mais Covid, c'est Corona. Voilà. Vid, c'est virus. D, c'est disease. Pour les gens bilingues, ça veut dire maladie. Et 19, c'est parce qu'il a vu le jour en 2019. Voilà, en Chine. Donc, la Covid-19, c'est coronavirus disease 19. Mais je pense que vous le saviez tous. Partant de là, Évidemment. ma première question, c'est est-ce que les épidémies, elles sont vieilles comme l'humanité ou elles datent de quand en fait? Et comment elles sont apparues comme ça parmi les humains? Alors, bon, je précise tout de suite hein, que pour le coup, moi, j'ai un rôle de médiateur entre guillemets. J'ai pas la science infuse, je connais pas tout, voilà. Donc, Donc je vais essayer parfois, je de mets te peut-être des piéger. guillemets ou autre. Voilà, je préfère l'annoncer direct. Alors. Ce qui est sûr, c'est que les épidémies, elles sont pas apparues en même temps que l'humanité, si tu veux. Euh, on peut dater, on va dire, les premières grandes vagues d'épidémies à partir du début de l'agriculture finalement, Mm. puisque l'agriculture, elle va engendrer deux choses. Elle va engendrer d'une part le fait d'avoir des contacts avec les animaux qui sont de plus en plus fréquents et intense. Et de l'autre côté, ça implique aussi la sédentarisation. Mm. Et en fait, ça va vraiment développer pas mal de trucs, puisque des populations qui restent au même endroit ont plus de chances peut-être de développer ce genre de maladies, de créer des foyers. On parle beaucoup de clusters en ce moment. Donc voilà. Et puis, il faut bien comprendre quelque chose aussi, c'est que avant, quand on était chasseur-cueilleur, il y a une vidéo de Dirty Biology qui en parle d'ailleurs très très bien. Euh, du moment où on est passé de chasseur-cueilleur au stade de l'agriculture, l'humanité a pris assez cher d'un point de vue physiologique. Les gens qui ont commencé à cultiver la terre et à domestiquer les animaux, on voyait des carences qui commençaient à apparaître chez eux d'un point de vue physique. Ils étaient en moins bonne santé. Et Mhm. quand tu es en moins bonne santé, eh ben, tu es forcément plus sujet à choper des maladies, quoi. Hein, clairement. C'est étonnant et on sait pourquoi ils étaient en moins bonne santé? Oui, parce que en fait, le mode chasseur-cueilleur fait que, bah, en gros, tu vas un petit peu partout, si tu veux, pour prendre ce que tu as besoin. Tu manges un petit peu de tout. T'as pas vraiment de pénurie, si tu veux. C'est un Oui, oui. peu, t'étais un peu dans une société où tu avais tout ce que tu voulais finalement. L'agriculture, tu es obligé de faire des choix déjà dans ce que tu vas pouvoir planter, cultiver, et puis c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est soumis aux aléas climatiques, à plein de trucs, et du coup, bah, potentiellement, une famine, t'es pas à l'abri de ça. Si jamais t'as un truc qui arrive et qui crame toutes tes récoltes, bah t'as plus que tes yeux pour pleurer, quoi. Donc, si t'es en moins bonne santé, bah tu prends plus cher, forcément.
Alors la différence, c'est qu'avant, les épidémies mettaient des années à se propager parce qu'on était un peu moins, même carrément moins mondialisé. Là, avec la Covid-19, ça a été instantané. En quelques semaines, c'était partout dans le monde, quoi. Donc ça, c'est le petit désavantage d'un monde mondialisé maintenant par rapport à une épidémie mondiale, c'est que ça arrive très, très rapidement. Bah, c'est ce qui est un peu unique ici, hein. C'est-à-dire que bon, on a connu ça fait maintenant plus de 100 ans que les échanges s'accélèrent, donc on voit de plus en plus. Mais là, effectivement, enfin, toutes les régions du monde, même parfois les plus reculées, sont connectées les unes avec les autres. Et on le voit, on fera peut-être un parallèle après, mais quand on parle des épidémies, on pense tout de suite à la grande peste noire de 1347. Et si tu veux, à l'époque, depuis son départ en Chine, en Asie centrale, jusqu'à l'arrivée en Europe, il y a 10 ans, quoi, Il y a du temps, ouais. le temps que ça se propage, que ça s'installe un peu partout, Ouais, ça met du temps à arriver quand même. ouais, c'est ça. Et alors ça, c'est le premier. Donc l'origine des épidémies, l'origine de la quarantaine. Tu dirais que ça vient d'où? Alors la quarantaine, il y a plusieurs trucs. C'est-à-dire que, alors déjà la quarantaine, on mettait ça en place pour les lépreux, notamment. On avait ce qu'on appelle des léproseries où on allait agréger tous les malades de la lèpre pour qu'ils restent entre eux et qu'ils fassent pas chier les autres. En gros, c'était ça le deal, quoi. Après, assez rapidement, quand il y a eu des foyers épidémiques qui ont, notamment autour de la Méditerranée, qui ont commencé à être identifiés, on s'est aperçu que ces épidémies-là passaient par les bateaux notamment et par les flux de marchandises et de voyageurs. Et donc, ce qu'on faisait, c'est que dans les ports, on avait des bâtiments qui étaient réservés aux voyageurs, aux marchands, aux marins qui arrivaient au port, et on les foutait 40 jours là-dedans, en fait. Et pourquoi 40 jours? Tout simplement parce qu'on se base un peu à l'époque sur la médecine hippocratique et que lui, si tu veux, pour lui, 40 jours, c'est le délai où tu sépares une maladie un peu vénère qui va te faire du mal et une maladie chronique, quoi. En gros, si tu survis au-delà de 40 jours, bah, c'est une maladie chronique, quoi. Voilà. Donc, c'est pas grave et tu peux sortir. D'accord. Et c'était pas autour de Dubrovnik ou près des villes italiennes que ça a commencé, Si, si, ça? si. Ouais. Si, si, c'est principalement en Italie. Ouais. Euh, alors, les comportements, les origines comment on se comportait face à l'épidémie. Bon, par exemple, là, tu as fait une vidéo sur la peste versus, on va dire, ce qu'on connaît nous, ce qu'on vit nous en ce moment avec la Covid-19. Est-ce que il y a des similitudes? Est-ce que les gens étaient confinés? Comment ça se passait? Alors oui, il y a des similitudes de ce côté-là, c'est-à-dire que je trouve que il y a certains médias qui ont comparé la Covid-19 à la peste, par exemple. Bon, je trouve ça assez con, honnêtement, parce que tout de suite, ça joue vraiment sur son sensationnalisme et sur la peur, quoi, hein. Ouais. Là, on est sur, pour l'instant, et j'espère que ça restera comme ça, hein, je croise les doigts, Mm. on n'est pas sur des chiffres de morts comme a fait la grande peste, hein, clairement. Euh, mais par contre, il peut y avoir des similitudes dans pas mal de trucs, y compris les comportements, le confinement, le comportement des politiques, des journaux, etc. Donc ça peut être intéressant de le voir. Alors, le confinement, en gros, ça a déjà été mis en place. Faut bien s'apercevoir, par exemple, la peste, hein, c'est du 14e au 19e siècle. Il y en a tout le temps, quoi, hein. Il y a tous les 20 ans, il y a une peste quelque part. C'est pas quand on parle de la grande peste, c'est qu'il y a eu un grand épisode de peste entre 1347 et 1352. Mais en vrai, il y en avait assez souvent. Donc Mm. les gens étaient plutôt habitués, on va dire, entre guillemets, hein, à vivre avec ça. Tous les Ça les 20 ans à frappait Londres, relativement non, souvent. c'était pas ça à peu près? Pardon? Tous les 20 ans à Londres ou quelque chose comme ça Ouais, bah ouais, c'est ça, parce que eux, ils ont pris au moins une quarantaine, je crois, de vagues dans la tronche. Donc, c'est pratiquement tous les 20 ans, quoi, en moyenne. Donc après, face au confinement, il y avait différentes stratégies, c'est-à-dire que notamment à Londres, par exemple, lors de la grande peste de Londres, au 18e, pour le coup, là, c'était confinement chez soi.
Donc, dès qu'il y avait des gens qui étaient soupçonnés d'être malades ou malades, ils devaient rester chez eux, dans tous les cas, et on foutait un garde devant chez eux pour s'assurer qu'ils sortent pas et qu'ils allaient pas répandre le virus. Voilà. C'est drôle. Euh, dans d'autres pays, c'était un petit peu différent. Par exemple, l'Italie, pour le coup, on mettait en place des bâtiments qui étaient dédiés à l'accueil des malades et voilà, on forçait pas forcément les gens à être confinés chez eux. Par contre, il y avait forcément un ralentissement de l'économie aussi, une limitation des déplacements évidemment, et on avait des gens qui fuyaient aussi tout simplement. Mais ces gens-là, c'était pas n'importe qui, hein. Les C'était les bourgeois. bourges. Bah, les bourgeois, mais j'ai envie de te dire, Ah, bah. pour le coup, ça a pas trop changé, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui Et du peuvent coup, se ils permettre de se répandaient barrer, partout dans le pays, quoi. C'était sympa. C'était gentil. alors ça, ouais, mais si tu veux, c'est d'un point, si on dézoome un petit peu, la logique, quand nous on regarde ça de loin, et même en ce moment, si tu veux, moi j'ai vécu à Paris, il y a plein de gens qui vivent à Paris et tout, et c'est vrai que en province, ça fait un peu sourire et en même temps ça énerve quand on voit tous ces Parisiens qui partent et qui voilà et qui contaminent partout. Et on se dit mais c'est totalement absurde. Mais d'un point de vue individuel, ça fait vachement sens parce que et évidemment que quand tu es sur place et que tu fuis, tu as moins de chances, toi, d'être infecté. Bien sûr. Tu vois. Donc, il faut avoir les deux points de vue. C'est quand même très compliqué. Et à l'époque déjà, en tout cas, c'était principalement les bourges qui fuyaient. Et donc, c'était les pauvres gens qui restaient sur place pour faire tourner ce qui était essentiel aussi. Donc, finalement, on revient un peu à cette problématique-là du fait que aujourd'hui encore, c'est beaucoup les pauvres qui payent les pots cassés et qui sont voilà aux caisses de supermarchés et ou qui livrent et qui sont en première ligne quoi. Donc ça c'est malheureusement ça a pas trop changé de ce point de vue-là quoi. Au niveau des remèdes, bon, j'imagine qu'on a tenté pas mal de choses. Alors, on avait moins de connaissances en médecine à l'époque. Je ne sais plus quel gars s'est dit à un moment, il faudrait peut-être qu'on commence à se laver les mains. Et c'est là où les épidémies ont Alors, chuté. alors ça plus globalement c'est un type qui s'appelle Ignaz Semmelweis Ouais. qui a réussi à imposer ça et donc lui il est pour le coup, il s'est rendu compte que, parce qu'à l'époque, les accouchements étaient principalement faits par des étudiants en médecine, et en gros, les gars passaient d'un cours où ils allaient dépioter un cadavre à un accouchement. Et donc, il y avait pas mal de transmission de maladies et autres. Il y avait pas mal de nanas qui mouraient sur la table en accouchant. Et lui, il s'est dit, ça serait peut-être pas con de se laver les mains. Et à partir de là, effectivement, il a vu que au niveau des accouchements notamment, le taux de mortalité a grandement chuté, quoi. Et donc, ça, on pouvait l'appliquer évidemment à tout finalement, donc y compris aux épidémies, quoi. C'est peut-être le début des gestes barrières, quoi. Ce qui me fait rire, parce que c'est vraiment, genre, il s'était même pas rendu compte qu'il y avait quand même un petit lavement à faire entre un accouchement et un décès. Mais c'est, pourquoi pas, Mais hein. après, le truc, c'est que c'est compliqué parce qu'avec nos yeux contemporains, si tu veux, on se dit ouais, mais c'est, enfin, tu vois, c'est tellement con de pas y avoir pensé avant. Mais en même temps, aujourd'hui, on a des comportements qui demain seront vus comme totalement absurdes et déviants. Tu vois, et je pense dans 2 siècles, les gens ils se diront mais ils étaient tellement teubés au 21e siècle de pas avoir pensé faire ça. Enfin, tu vois, typiquement aujourd'hui, ce que la Covid peut provoquer, c'est que là, on a la distanciation sociale qui était déjà du coup en vigueur à l'époque dans certaines villes quand je dis à l'époque, c'est peut-être au XVIIIe siècle par exemple, mais là c'est renforcé. Et il y avait notamment Manon Bril qui avait tweeté il y a quelques semaines, qui a aussi une émission d'histoire, qui avait fait un peu le buzz avec un truc du genre, la bise, peut-être que ça va disparaître et c'est pas une mauvaise chose. Mm. Mais en vrai, ça se trouve, oui, Ah, mais on tellement. sait pas. Mais je Et, milite et, pour ça. et bah là, mais du coup, si Je tu n'en peux veux, plus de la bise. c'est quelque chose qui pour beaucoup de gens enfin moi je sais que la bise je le pratique énormément tu vois et du coup ça se trouve là c'est fini et c'est pas plus mal Yes. Moi, ça me met et tu vois extrêmement mal à l'aise, surtout quand les gens disent attends, chez nous c'est 3, chez nous c'est 4, chez nous ah, puis il ah va y oui avoir 40 c'est personnes. Oh là là, mon Dieu. S'il y a un une fois truc sur deux qui peut disparaître, c'est bien ça. une fois sur Euh, deux tu roules une pelle au gars d'en face ouais, c'est génial
Oui, bah, j'imagine donc ils utilisaient des potions, des gris-gris, enfin on essayait à peu près tout. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand même les interventions de Trump où genre dès qu'il y avait un truc, il disait allez, on va essayer ça, on va boire de la javel, il paraît que ça désinfecte, les patchs nicotine, enfin c'est à base de on ne se pose pas et on dit un peu oui avant de se poser, quoi, avant de réfléchir aux conséquences. Ouais, ben, mais bon, lui, enfin, je veux dire, même les équipes scientifiques qui le suivent et qui le conseillent, faut voir les vidéos qui traînent sur Internet où tu vois ces conseillers scientifiques ils ont envie de se pendre dès qu'ils commencent à parler, ils se disent putain, Mais c'est pas ça se possible. voit, quand il y a des gros plans sur eux, ils sont comme ça. Je voudrais Ah, mais lui, disparaître, rentrer dans ce mur et ne plus jamais. c'est un champion. Mais pour le coup, ouais, il y avait pas mal de gris-griottes et pour le coup, bah c'est le fameux médecin de peste, tu sais, avec le bec qui justement est le logo de la chaîne YouTube Nota Bene. Bon, c'est arrivé assez tardivement, ça date pas du Moyen Âge, c'est bien après. Mais pour le coup, le bec, c'était pour foutre des épices dedans, parce qu'on pensait que justement ça aidait à filtrer le mauvais air qui pouvait être contaminé. Si tu veux. Hmm. Voilà. Donc il y a des trucs qui marchaient, des trucs qui marchaient pas. Voilà. Il tente, il tente. Bon, alors il y a des comparaisons qu'on peut faire entre les différentes. Donc après, on va parler un peu de toutes les différentes épidémies. Euh, qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui? Donc on a parlé déjà de la mondialisation, ce qui fait que maintenant bah, tout va plus vite de fait parce que avant, quand Christophe Colomb débarquait en Amérique et que bah, là, ils arrivaient en bateau et s'étaient infectés, bon bah forcément, ça mettait pas mal de temps, je pense, à décimer les populations. Là, c'est vraiment la moindre personne qui prend l'avion et bam, elle transmet. Bah, voilà, moi, ce qui a changé, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, c'est vraiment la globalisation, la mondialisation, Mm. les échanges très très rapides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, faut bien comprendre que par rapport à des gens du Moyen Âge, nous, on a une conception même du temps qui est totalement différente parce que les distances sont très raccourcies. Ah oui. Là, il y a un type, là, je viens de voir un article de journal tout à l'heure, qui a traversé l'Atlantique à la rame. Il a mis, je sais plus, genre un peu plus de 70 jours, tu vois Mhm. ce qui est un exploit. Mais si tu veux, moi je me suis posé 2 secondes et je me suis dit, putain, 70 jours, c'est vrai que en 8 heures, tu le traverses en avion, quoi. Ben oui, évidemment. Donc si tu veux, les distances sont complètement faussées, les notions du temps aussi, parce que même le voyage, c'est-à-dire qu'avant, pour voyager d'une ville à l'autre, alors déjà, tout le monde le sait pas forcément, et beaucoup, mais en plus, tu fais entre 30 et 50 kilomètres par jour. Donc c'est pas énorme si tu veux. Là aujourd'hui tout va vraiment beaucoup plus vite. Donc en quelques jours, en quelques semaines, ça peut toucher tous les pays d'un coup parce qu'en plus vu qu'il y a des composants qui sont fabriqués à droite, à gauche, qui sont ensuite envoyés en Chine pour être assemblés, puis ensuite envoyés pour être commercialisés dans tous les pays d'Europe, aux États-Unis, etc. Ça touche vraiment tous les pays. Toutes les chaînes de production sont éclatées partout. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une espèce de constat amer qui est la désindustrialisation de notre pays, tu vois, et du fait qu'on n'est plus en capacité en fait de produire des trucs. Et peut-être que ça va produire un électrochoc, je dis peut-être, on verra, sur le fait de relocaliser C'est ça. des entreprises et d'avoir des circuits un peu plus courts sur ce genre de trucs, quoi. Ce qui serait pas mal pour l'écologie, notamment. Voilà. Ça nous Oui, coûterait alors pas. même si, attention, il y a parfois des fausses idées hein, sur le fait que un circuit court est moins polluant. Oui, parce Ça, c'est que, parce que en fait, un fruit qui est censé pousser loin, c'est pas pour rien qu'il pousse loin. C'est-à-dire que si tu veux le même fruit dans ton pays, il va falloir que tu mettes des engrais, que tu le mettes sous serre, etc. Je suis ouais, complètement d'accord avec ça. Mais ce qu'il faut, c'est se réhabituer à manger ce qui est que possible de saison, pratiquer dans ton voilà, pays. Voilà, c'est plus c'est ça. ça Mm. qu'il faut voir. Mais je suis d'accord sur la question. Qu'est-ce que ça peut engendrer les épidémies de positifs? On a vu que ça avait quand même participé aux infrastructures urbaines qui faisaient en sorte d'être plus propres. Enfin, les villes, de toute façon, sont beaucoup plus propres maintenant qu'elles n'étaient au Moyen Âge. On est quand même une prise de conscience que la santé publique est importante et qu'en tout cas, il faut bah, des égouts, il faut des villes relativement. J'imagine que tu vois, la peste, elle s'est aussi développée parce que les gens vivaient dans des conditions extrêmement sales.
Alors non. Non? Ah ouais? Euh, C'est une idée alors, reçue? si tu veux, enfin, si tu veux, il y a une différence entre l'hygiène publique, si tu veux, Ouais. et peut-être l'hygiène tout court aussi, hein. Parce que par exemple, la grande épidémie de peste a eu lieu, de peste noire a eu lieu au Moyen Âge. Ouais. Au Moyen Âge, on était un poil plus propre qu'au 18e, 19e, tu vois. Ça, c'est Il n'y en vrai. avait pas du tout la même notion de l'hygiène personnelle, si tu veux. Mais c'est sûr que de toute façon, en termes d'infrastructures, de médecine et d'infrastructures publiques comme bah, tout à l'égout, les trucs, les machins, tout ça, c'était pas développé, quoi. Donc il a fallu que ça se développe au fur et à mesure. Oui. Et ces maladies-là ont provoqué à chaque fois une réaction aussi administratifs, politiques, qui du coup ont revalorisé un petit peu ces secteurs-là. On espère que ça va faire la même chose d'ailleurs aujourd'hui, hein. On verra bien. Mais en tout cas, ces villes-là n'ont pas eu le choix. D'autre choix que de développer une politique de santé publique, Mm. même pour montrer aux habitants qu'ils faisaient quelque chose, parce que sinon de toute façon ils allaient se faire dégager. Donc voilà. C'est un peu ça. Les origines des vaccins. Alors ça, je trouve ça très intéressant. Ouais, alors pour le coup, ça vient de la variole en fait. Si tu veux, la Alors, variole, c'est quand ça même. vous intéresse? Est-ce que ça va un peu trop vite? Pardon, parce qu'on est un peu connecté. Je vois un peu vos messages. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a vous trouvez ça intéressant? Ça vous parle? Moi, je suis pas d'accord. N'importe quoi, non? Ça va? Ok. J'ai l'impression que ça va. Ok. Donc, on enchaîne sur les vaccins. C'est parti. Nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le time là. On y va. Parce que C'est la donc les variole. épidémies, on parle de la peste, on parle de voilà, mais il y a aussi la variole qui est assez dégueulasse, qui fait pas mal de morts. Et la variole, elle existe depuis quand même longtemps, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des grosses épidémies, notamment en Chine. Et déjà à l'époque, on avait commencé à vouloir tester des procédés pour essayer de soigner les gens, Mm. notamment ce qu'on appelle la variolisation qui est apparue à partir du XIe siècle, hein, où en gros, on allait prendre un malade de la variole, on récupérait un petit peu de pus et on l'injectait à quelqu'un de sain pour qu'il essaye de développer donc des anticorps, Des une anticorps, ouais. résistance Ouais. à cette maladie. Et bon, ça marchait plutôt bien vu l'époque, mais le problème c'est que bah, vu que la variole c'est quand même un poil agressif, hein, et puis que bon, on n'avait pas tous les procédés et les processus de validation qu'on a aujourd'hui pour les vaccins, et c'est pas pour rien que c'est long à développer un vaccin. Mm. On avait quand même 2 à 3% de morts suite à la vaccination. Donc Oups, voilà, omelette, pardon. On a. c'était pas ouf. Mais on a un type en particulier, un Anglais qui s'appelle Edward Jenner, qui lui au 18e siècle, à la fin du 18e siècle, euh, s'est aperçu qu'il y avait notamment des paysans qui étaient en contact avec des bovins, qui eux développaient beaucoup moins la variole, qu'ils étaient en fait immunisés. Et donc, il s'est renseigné un petit peu. Et ce qui est rigolo, c'est que chez les vaches, Ouais. il y avait aussi une variante de la variole, en fait. Et cette variole-là, elle est beaucoup moins dangereuse. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a décidé de prendre le pus des vaches pour l'injecter dans les gens, pour qu'ils développent les anticorps et que ça les immunise à la variole humaine. Et ça a fonctionné. Et ça a été le début des vaccins, puisque cette maladie-là, on s'appelait pas la variole, mais la vaccine chez le bovin, quoi. Vive les vaches! Oui, elles nous Vive ont les vaches. sauvés. Ouais. Comme quoi, les animaux ne nous tuent pas tous. Parfois, ils nous Et sauvent. j'espère que je dis pas trop de conneries s'il y a des biologistes qui nous regardent ou voilà. Non, il y a quelqu'un qui demande si c'est pas la maladie de la vache folle. Non, ça n'a rien. Non, Creutzfeldt-Jacob, non, ça doit pas être ça, ça doit être autre chose. Mais alors moi, je suis pas du tout un spécialiste hein, de ça. Il faut aller demander à Buffalo Grill. Les différentes épidémies. Alors, le saviez-vous? J'adore cette anecdote. Pourquoi on dit, alors je vais te poser un peu pour faire participer le chat, la grippe espagnole. Pourquoi on parle de grippe espagnole à votre avis? J'ai vu qu'il y avait deux, trois très très calés en histoire là parmi nous, hein. Question pour la On les laisse champion. répondre du coup là. Quoi? On les laisse répondre, c'est ça? Je sais pas, je voulais voir si quelqu'un arrive à répondre. Après, je sais pas quel est le délai entre ma question et leur réponse. Donc, la grippe espagnole. Non, c'est pas qu'elle avait lieu en Espagne.
En fait, elle avait lieu un peu partout en Europe. Partout. Ouais. En fait, le truc, c'est que Je vais vous dire la, l'année, comme ça va vous... 18-19, 1918-1919, ça c'est le pic. Et qu'est-ce que nous, on faisait pendant ce temps-là? on enfilait des perles. Ouais, on se battait les uns contre les autres, c'est ça. Ouais. Première guerre Bah, mondiale. Ouais. ouais, ça a été le problème, justement, parce que si on l'appelle grippe espagnole, c'est parce que les Espagnols, c'était les seuls à en parler, en fait. Ah, parce qu'ils étaient en paix. Parce que bah, eux étaient et participaient pas à la guerre, ils étaient neutres. Donc, pour le coup, les médias jouaient leur rôle d'information, si j'ai envie de dire, parce que dans les autres pays, les journaux servaient d'outils de propagande. Et donc, on n'allait pas rajouter au carnage de la Première Guerre mondiale une anxiété autour d'une maladie qui allait buter tout le monde, tu vois. Mais bon, le problème, c'est que ça a énormément retardé aussi tous les processus justement de confinement ou autre, ou de gestes barrières ou tout ça, et que ça a engendré près de 50 millions de morts, quand même plus. Ouais, Hein. puis c'était pas tant une anxiété, c'est qu'on voulait faire croire à l'ennemi qu'on allait bien, que nos forces vives n'étaient pas atteintes. Oui, oui, Donc oui, on n'en bah c'est parlait ça. pas pour faire genre non, non, nous, ce n'est pas du tout dans notre pays. Oui, Donc bah c'est ça. Hein. voilà. Et C'est ça. c'est 10 millions de victimes. Alors moi, les chiffres, à chaque fois, je suis scotchée. Par exemple, la variole dont tu parlais tout à l'heure, 300 millions de morts au XXe siècle. Hum, C'est, enfin bon, énorme. Ouais, bah, c'est énorme. c'était énorme. Euh, Qu'est-ce Mais qu'on là, a? pour le coup, la grippe espagnole, c'est un peu plus de enfin, je donne un chiffre médian parce qu'il y a, les estimations sont vraiment, c'est petites fourchettes, c'est des râteaux, mais en gros, c'est 50 millions environ, Ouais, sachant que la première guerre a fait un peu plus de 10 millions de morts. Donc c'est quand même plus que la Première Guerre mondiale. Hein. c'est incroyable. C'est incroyable. Les différentes grippes qui touchent le monde depuis une centaine d'années, comme la grippe asiatique de Hong Kong, la grippe saisonnière qui tue encore beaucoup, près de 60 000 personnes par an. Ouais. Ouais, voilà, faut espérer que tout ça nous mette un peu la puce à l'oreille sur ce qu'il faut faire pour endiguer tout ça. Quoi. Bah, les gestes barrières, je pense que ça va aussi nous. Je pense qu'en fait, on va clairement changer nos comportements. Moi, pour moi, clairement, il y aura un avant et un après coronavirus parce que pour le coup, bah, déjà, la bise, pour moi, c'est fini. Fini, les gars, je ne vous embrasse plus. Les gestes barrières, voilà. Et puis, je pense qu'on va tous se balader avec des masques. Ce geste-là, en fait, que je fais maintenant systématiquement, que j'ai adopté. Voilà, se laver les mains plusieurs fois par jour. Enfin, je pense qu'on va tous finir par les avoir intégrés, puisqu'il paraît qu'il faut un mois pour intégrer une nouvelle habitude et que bah, là, ça fait presque deux, donc on est bon. Du coup, est-ce que tu penses que le DAB va revenir à la mode? C'est possible. C'est possible. Ça ne me dérangerait pas. Tu vois, je préfère le dab à la bise. Le débat, plutôt dab ou plutôt bise? Euh, Tu parlais aussi. Ah oui, la grande famine irlandaise. Ouais, bah là c'est un peu un méga combo, hein, c'est-à-dire que on va pas revenir sur toutes les causes de la grande famine irlandaise de 1845 parce que en fait c'est assez complexe. Hein. T'as une crise politique, une crise économique, t'as une démographie qui explose, t'as beaucoup d'inégalités sociales. Il y a le fait que la culture de la pomme de terre, elle est répandue partout et du coup tout le monde ne bouffe pratiquement que de ça et donc c'est très compliqué parce qu'il y a des carences qui se développent. Mais en gros, il y a eu 1 million de morts durant cette grande famine de 1845, ce qui est beaucoup. Mais la plupart des morts dues à cette famine ne sont pas en fait dues à la famine, mais dues aux maladies et aux épidémies qui se sont déclenchées, parce que justement les systèmes immunitaires étaient lourdement affaiblis, puisque les gens étaient en sous-nutrition, quoi. Donc là, on a eu des épidémies de typhus, de choléra, de typhoïde, enfin, de chiasse, de dysenterie, quoi. On a tout eu et pour le coup, ça a été assez horrible, quoi. Et pour le coup, au 19e siècle, ça se propageait vraiment bien parce que là, l'hygiène était relativement rudimentaire mais vraiment. Et pour le coup, les médecins, quand t'allais pas bien, c'était un peu, prends un coup de whisky et puis ça ira mieux, quoi. Tu vois? Il n'y avait pas le truc de la saignée. Qu'est-ce que c'était? Si, bah, la saignée, c'était encore pratiqué au 19e, hein, si, bien sûr. Quid, cher ami, du sida?
Bah, c'est une grosse épidémie. C'est-à-dire que le sida, on s'en rend pas bien compte enfin, j'ai l'impression voilà, il y a une trentaine d'années, quarantaine d'années, on commençait à s'en rendre compte que c'était une épidémie quand même. Mais le grand public aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'ils se rendent compte que le sida, c'est une véritable épidémie. Or, si, c'est une épidémie qui dure depuis pas mal de temps, du coup, maintenant, depuis plusieurs dizaines d'années, et qui continue de faire des ravages, en fait. Hum. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite notamment auprès des jeunes et c'est tant mieux. Et il faut que ça continue parce que pour le coup c'est pas acquis quoi. Le SIDA continue toujours de faire des victimes et d'ailleurs le fait de ne pas se protéger véhicule d'autres maladies hein, puisqu'on a des retours de maladies qui étaient quasiment éteintes La comme la syphilis. syphilis. Voilà. Ouais. Euh, D'en Parlons peu dans un des prochains épisodes de Parlons peu, mais parlons. Ouais, mais parce que justement les gens ne se protègent pas. Donc c'est pour ça que c'est important de rappeler ces gestes de protection là et c'est pour ça aussi que ces gestes barrières qu'on apprend aujourd'hui et qui peut-être vont influencer les individus de notre société pendant les prochaines années, voire les prochaines dizaines d'années, c'est pas sûr que dans 50 ou 60 ans, on le fasse encore, tu vois. Sauf si on a été confronté à d'autres épidémies qui ont continué à entretenir ces gestes-là, tu vois. Mais on peut très bien les oublier aussi, donc il faut faire attention, quoi. Il faut toujours faire beaucoup de pédagogie autour de ça. Mais c'est incroyable. Moi, j'avais reçu des mails parce que tu sais, nous, on a une chaîne sur la sexualité. Et Ouais. je sais pas, des gens qui devaient avoir 14 15 ans qui me disaient ah, mais le sida, c'est pas une vieille maladie, genre des années 80. Je dis, alors, on va faire un épisode là-dessus. Wow! Et donc, il y avait plein d'idées reçues et que j'ai toutes notées. Et on a fait tout un truc idées reçues sur le sida parce qu'en fait, ils étaient persuadés qu'il n'y avait plus besoin de se protéger. D'ailleurs, il n'y avait plus forcément de capotes distribuées tu sais, nous, on avait dans les boîtes de nuit, enfin, je sais pas, on est à peu près de la même génération, moi, je me souviens qu'il y avait de la prévention au lycée. On venait nous en parler. On avait des cours avec genre des profs de SVT qui maladroitement nous expliquaient comment mettre une cavette. Enfin, je sais pas. Et ils me racontaient que non, plus du tout, que c'était bon. Et je me suis dit, c'est dingue. La désinformation peut tuer. Et voilà. Et donc, effectivement, même si tu peux vivre avec, on n'en guérit pas. Hein, mais on peut vivre avec maintenant tout au long de sa vie, Ouais. sans forcément le transmettre. Mais ça, voilà, ça, je le dis avec beaucoup de précaution parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger. Mais il y a d'autres. La syphilis, par exemple, revient en x3, x4 là, ces dernières années parce que les gens ne se protègent plus. Bref, c'était une parenthèse. Tu avais noté des anecdotes que j'aimais beaucoup. Parce qu'en fait, c'est toujours la section de la fin, c'est des petits fun facts, enfin fun Et entre oui, parce guillemets. que là, vous le voyez pas, mais en fait, on a préparé un petit peu quand même. Hein. Faut Non pas mais de nous prendre pour ouf. des amateurs. Attends mais Benjamin, attends mais attendez parce que pardon quoi. Ça c'est Benjamin. Bon moi je lui avais aussi envoyé des notes mais c'est vraiment surtout les siennes, voilà. Et il y en a plein là. Voilà. Vous nous faites bosser parce que tu vois, un live pour vous c'est genre ah c'est fun etc. Mais comme on veut vous apprendre des trucs et en plus moi l'histoire j'ai eu 12 au bac en histoire. Je suis bien mais pas top, je suis moyenne. Bon, la moyenne. Tu Euh, veux vraiment que tu dises ma note? vas-y, vas-y, ah, ça me ferait trop bien. Ah, ça me ferait trop plaisir que tu aies moins que moi. Moi, j'étais en électronique. Hein. Moi, j'étais pas du tout dans les filières générales. Et ça me faisait chier. Donc autant te dire que j'ai eu 9. J'allais jamais en cours. C'était le CPE, c'était les lois Fillon. Donc moi j'étais tout le temps dans la rue. J'étais pas en cours. Mais après, qu'est-ce qui t'a donné envie? Après, tu t'es intéressé parce que par toi-même, tu trouvais ça curieux de le transmettre de manière simple. Bah si tu veux, je en fait en vieillissant, c'est horrible de dire ça parce qu'après on va dire ah mais l'histoire c'est que pour les vieux. Non. Mais personnellement, en vieillissant, plus je vieillis et plus je m'intéresse au monde qui m'entoure. Parce que quand t'es ado, Ouais. t'es un peu nombriliste, tu vois, voilà, et c'est normal. Mais en gros, plus je vieillis, plus je m'ouvre, plus je suis curieux, plus j'ai envie de savoir des trucs et tout. Et si tu veux, quand j'ai fini mon lycée, voilà, je savais pas trop quoi faire, machin et tout. Je disais, ah, bon, l'électronique, j'ai plus trop envie de continuer dedans, même si ça m'intéresse. Bon, qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis dit, mais en fait, là, je vais aller en fac d'histoire, même si pour le coup, j'étais, moi l'histoire, j'avais arrêté en première, parce que l'histoire, c'est la société, quoi. Tu vois, et ça m'intéressait beaucoup de savoir comment on en est arrivé là, comment les choses ont évolué à droite à gauche, quelle incidence ça avait eu sur nos vies, et des décisions qui ont été prises à un moment.
tu vois, ont pu avoir une influence sur ce qu'est la société d'aujourd'hui, quoi. Donc, je suis allé là-bas pour ça et parce que j'étais un fan de jeux de stratégie médiévale aussi, hein, faut pas déconner. Ah, Et, yes! Mes cousins sont fans et de du ça, ouais. et du coup, voilà, j'ai appris à aimer l'histoire là-bas en fac. Alors, j'ai pas continué la fac pour plein de raisons, mais surtout parce que j'ai trouvé un job dans l'audiovisuel et ça, c'était ma passion première depuis que je suis tout gamin. Je suis un gros fan de cinoche et de vidéo, donc bah, voilà, j'ai fait mon choix. C'est quoi Mais ton film culte historique? Tu t'arriverais à dire... Tu sais, j'ai revu il y a pas longtemps Braveheart. Je l'ai trouvé bah ouais, génial. mais justement, c'est alors moi, si c'est les catégories films historiques, on va dire entre guillemets, c'est celui-là parce que moi j'adore, tu vois, je suis un gros fan. Mais après, bah, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller sur ma chaîne voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet sur ce film-là. C'est un peu de la merde d'un En point de fait, vue historique. c'est du sensationnalisme. Tu veux dire que c'est un peu de la merde historiquement parlant? Ah oui, Oui, oui. mais oui, Mais oui, mais ça fait partie. Oui, oui, mais je pense que c'est. mais le film est génial. Ouais, voilà, mais je pense pas qu'ils se disent être proches de la réalité. C'est une œuvre de fiction à partir de. Oui, oui, bah oui, mais c'est clair. Mais après, les gens le casent. Mais, je veux dire, moi, tu vois, quand j'étais ado, je prenais ça pour acquis, tu vois. William Wallace, le Kilt, machin. Enfin, tout était acquis, quoi. Donc la première fois que j'ai vu une statue de William Wallace où le gars était vraiment en armure des pieds à la tête, je me suis dit, c'est bizarre. Ah, c'est pas lui. Non, non. Et puis que je lis la biographie, tu vois, et puis je vois, oh, un noble et tout. Pardon, un noble, William Wallace. Ok, bon, d'accord. C'était pas un paysan. Comment ça, le Kilt, ça existait pas à l'époque? Bon, ok. Bon, C'est dingue voilà. d'ailleurs de faire des contres. Parce que à la limite que tu romances un peu, je peux le comprendre parce qu'on a envie de rêver. Mais de là à faire des contresens historiques, c'est chaud quand même, tu vois. Non, parce que tu joues sur l'imaginaire des gens aussi et sur les représentations qui se font déjà d'une période. Et là, on le voit d'autant plus là actuellement parce qu'il y a le nouveau jeu Assassin's Creed qui sort sur les Mm. Vikings. Et évidemment, enfin, il y a beaucoup de clichés qui vont être renforcés, mais ils jouent sur ces clichés-là parce que les gens les connaissent aussi et qu'ils ont déjà un affect là-dessus. Tu vois, c'est compréhensible. Il faut faire la part des choses aussi, quoi. C'est sûr. Il y en a pas mal qui citent la liste de Schindler, oui, qui est aussi un très beau film historique, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est beau. Magique. Enfin, de toute façon, c'est un génie, Spielberg. Cette image de cette petite fille en rouge, j'avais En trouvé rouge. ça très fort. Ouais, ça m'a traumatisé quand j'étais gosse, c'est que je regardais derrière le canapé. Euh, La Passion de Jeanne d'Arc, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, non, mais honnêtement, vous voulez dire le film de Luc Besson? Moi j'ai bien aimé, hein. Franchement, moi je suis assez bon public hein, en termes de films, même les gros movies comme ça peut me plaire. Et je pense que enfin, j'en garde pas un souvenir mauvais en tout cas de celui-là. non, non. Moi, j'avais vu La Guerre du Feu, tu te souviens, quand j'étais toute petite. Ah, le pianiste, magnifique. Alors, le pianiste pour le coup. Non, bah, je l'ai vu en cours, La Guerre du Feu, et du coup, j'ai jamais replongé dedans, mais il faudrait que je le fasse un jour. C'est assez. Alors, on a un peu On va digressé. dériver. Alors, parle-nous de tes fun facts. Alors, le live s'appelle toujours Good Vibes, hein. C'est vrai que là, on vous a donné des infos un peu cash, mais en même temps, ça permet aussi de relativiser dans l'histoire que de voir que bah, les épidémies ont toujours existé et que au final, la Covid-19 pour l'instant, et on croise les doigts, n'est pas la plus terrible que l'humanité ait connue. Voilà. J'essaye de l'associer au côté positif et rassurant des lives que je fais d'habitude. C'est intéressant en tout cas d'avoir des comparaisons dans l'histoire et de pouvoir ne pas dire évidemment que c'est rien du tout, pas du tout loin de là, mais en tout cas que voilà, il y a eu des vagues encore plus violentes en termes notamment de possibilités de guérison. Hmm. Oui, bah, après, on verra comment ça va évoluer, hein. On a On du ne mal à saura pas, avoir du mais recul sur une situation qu'on vit de toute façon. voilà, mais par exemple, c'est ce qui est rigolo ou pas, tu vois, c'est que bon, on se foutait de la gueule de Trump quand il disait non mais ça va disparaître avec le soleil, tu vois, et effectivement, enfin on peut se dire c'est absurde parce que en plus, alors moi je connais pas l'état actuel de la recherche là, sur le Covid, mais ce qui est sûr c'est que quand il y avait les épidémies de peste, notamment à Londres, tu vois, qui revenaient tous les 20 ans et tous les gens étaient un peu habitués et ils savaient très bien que genre l'été c'était là où il y avait, il se faisait déchirer quoi, et arrivé à la fin de l'été
là, le pic redescendait toujours parce que du coup, avec le temps qui se refroidissait et tout ça, l'automne, l'hiver, c'était le moment où les épidémies crachaient et où tout pouvait commencer à revenir à la normale, si tu veux. Donc, sur les aléas climatiques, ça peut jouer aussi sur une épidémie. Maintenant, honnêtement, je connais pas les subtilités épidémiques et biologiques du Covid, donc Beaucoup moi, moins j'en pas. j'en sais rien du tout. Mais et je pense pas que ça arrête cet été, mais bon, ça c'est un titre perso, ça a aucune valeur scientifique. Mais voilà, c'est à dire quand même quoi. Parle-nous de François Ier et de la syphilis. Ce bon Oui, c'est rigolo François. ça. Parce que la syphilis, donc on en parle, là tout à l'heure on disait effectivement ça revient parce que les gens se protègent pas. Mais en gros la syphilis, donc ça a commencé notamment à Naples, fin du 15e siècle. En gros, nous comment on l'a ramené en France? Eh bien c'est par les guerres d'Italie, hein. C'est la France qui rentre en guerre avec l'Italie pour plein de raisons. Il y a eu beaucoup de guerres d'Italie, il y en a eu plein. Mais en gros, on envoyait des soldats qui allaient forniquer à droite à gauche, qui revenaient dans leur foyer en France et qui transmettaient ça à leurs femmes. Voilà, comme petit cadeau de retour, du genre tiens chérie, un petit souvenir. Euh, et ce qui est rigolo, c'est que ça a épargné personne, y compris les puissants, puisque François Ier a contracté la syphilis. Et comment? Ça, c'est un peu par vengeance, hein, puisque on dit que, voilà, après, je suis sûr de rien, mais on dit que Les potins de euh, l'époque. les potins, euh, François Ier, il aimait beaucoup les femmes. Il avait pas mal de maîtresses, tout ça, et notamment, il avait une noble qui lui plaisait bien, et donc, bah voilà, ils s'amusaient tous les deux ensemble. Et donc, le mari de cette nana-là était un poil jaloux. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait fait la tournée des bordels de sa ville pour contracter la syphilis, pour la filer à sa femme, pour que sa femme la refile à François Ier. Voilà. Ah, le coup machiavélique. Tu sais, c'est le coup à deux bandes sur le billard, C'est quoi. le billard français, oui. C'est ça. Et ça a marché. Et en plus, donc François Ier l'a même refilé à sa première femme qui en est morte à 24 ans. Alors, je sais pas si elle est morte de la syphilis, mais en tout cas, elle est morte, elle était vraiment pas en forme. Elle avait déjà des trucs, voilà. Morte à 24, elle n'est pas morte de vieillesse en tout cas. Non, elle est pas morte de vieillesse, mais elle était pas en forme. T'as une petite dernière anecdote avant qu'on soit coupé par la fin du live Ouais, bah si tu veux, ce qui était rigolo, ça a été bah, au niveau de la propagation de la grande peste noire. Donc, je le disais, en gros, elle est arrivée en 1346 en Europe. Elle a commencé vers les années 1330, on va dire, en Asie centrale. Et si elle est arrivée en Occident, c'est notamment à cause des Mongols. En gros, Genghis Khan, quand il est mort, tout ça a éclaté un petit peu son empire. Il y a ce qu'on appelle la Horde d'or qui a émergé, et donc cette Horde d'or qui a déferlé vers l'ouest et donc sur l'est de l'Europe, qui a attaqué beaucoup d'endroits. Eux, ils avaient chopé du coup la peste noire en Asie centrale et ils l'ont ramenée à l'est de l'Occident. Et notamment, la transmission est passée par la ville de Kaffa, hein, notamment, en 1346. C'est en Crimée, donc en gros, les Mongols ont assiégé la ville. Et faut savoir que bon, ils sont partis sans l'avoir prise parce que oui, l'armée était littéralement décimée par la peste. Mais on raconte deux trucs. On raconte que certains rats qui du coup vivaient dans les campements des Mongols sont passés enfin, à travers les fortifications et ont répandu la peste parce que les rats, c'est pas eux qui donnent la peste, mais c'est les puces qu'il y a sur les rats. Voilà. Et le deuxième truc, c'est que à l'occasion de ce siège, comme on l'a déjà fait par ailleurs, hein, mais en gros, on aurait catapulté des cadavres qui étaient contaminés par la peste dans sur Kaffa pour transmettre la peste par-delà les murailles. Mais ça, on pouvait c'est une espèce de guerre bactériologique, mais on pouvait déjà le faire par ailleurs. Hein. C'est-à-dire que quand tu veux démoraliser l'ennemi et que tu es en train de l'assiéger, le meilleur moyen, bah, c'est tu fais chier tous tes soldats dans un tonneau ou les faire pisser dans un tonneau, tu fermes ça, tu le balances sur les murailles et en général, bon,
Et voilà. Et puis si tu as de la chance, ça touche les points d'eau ennemis. Alors là, c'est jackpot. Et, voilà. Et bon appétit, bien sûr, pour ceux Et qui bon passent à appétit, bien table. sûr. Yes. Ok. Donc Intéressant. pas mal de choses. Il y a des gens qui disent que ça passe trop vite. Vous aimeriez avoir Benjamin comme prof d'histoire? J'espère pas pour vous, je suis pas prof. Non, il n'est pas prof. Mais c'est pas grave, il est intéressant, c'est intéressant. Non, non, c'est bien d'apprendre à. Il y a des gens qui connaissent énormément de choses, mais qui ne savent pas transmettre les infos. C'est vite très chiant ou très long. Tu vois. Toi, c'est Mmh. l'inverse, c'est droit au but. Ah bah merci. D'ailleurs, on peut en parler, mais moi, ça m'avait un peu frappé le fait que Macron parle de guerre, parce que tout d'un coup, il y avait, bon, c'était un vocabulaire très masculin, très, très viril, très, très, tu vois. Et c'est étrange, je me dis, d'utiliser ce vocabulaire-là, en fait, pour parler d'un virus, quoi, de quelque chose d'infiniment petit, peut-être plus une contamination qu'une guerre. Enfin, Oui, bon, mais bref, je me faisais la là, réflexion là pendant que tu m'en parlais, je me disais, je me suis pas retrouvée dans cette sémantique. Voilà, c'est juste ça que je dis. Voilà. non, mais là, le truc, c'est que bon, là, on dérive vers du politique, si tu veux, mais le fait est que euh, Macron avait envie de profiter de ça, entre guillemets, parce que je pense il se serait bien passé, honnêtement, de la situation, mais ça lui tombe sur la gueule, donc il compose avec. Et je pense que c'est, pour lui, c'était le moyen d'essayer de créer une cohésion nationale Bien qu'il n'avait sûr. pas du tout, Non, non, puisque ça mais fait quand même un an qu'il tapait sur la gueule de tout le monde. non, non, mais Donc, bien sûr, non, non, mais c'est pas politique, c'était juste le mot, en fait, la sémantique du mot guerre, même si, bon, c'est une guerre biologique, etc. Genre, tout d'un coup, elle était, moi elle m'a paru étrangère à mon imaginaire de la situation. Mais voilà, c'était juste, je sais pas pourquoi, il y a ça qui me venait à l'esprit pendant que tu me parlais. Est-ce que tu voudrais finir sur la peste à Marseille? oui, bah ça peut faire écho aussi à Trump et à ses fantasmes de murs qui protègent de tout et n'importe quoi, hein. C'est-à-dire que, comme je le disais, des épidémies de peste, il y en a eu plein, voilà. Et il y en a une notamment assez violente à Marseille en 1720. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que dans le sud du Luberon, donc en fait le sud du Vaucluse notamment, on s'est dit, oulala, notamment à Avignon, on s'est dit, oulala, à Marseille, ça commence à puer sévère, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose pour se protéger. Et si, et si on construisait un mur pour, voilà, pour empêcher les gens de passer. Voilà. Et du coup, on a construit un super mur hein, qui a fait plusieurs dizaines de kilomètres. Et ça n'a pas marché du tout, hein, parce que les gens sont passés, et du coup, Avignon a été frappé aussi. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemble le mur aujourd'hui, Oui. j'avais fait une vidéo qui s'appelle l'histoire du Vaucluse sur ma chaîne, et pour le coup, j'ai été sur ce mur-là, et donc il existe toujours, on peut le visiter, voilà, dans la Pampa, c'est très joli. Voilà, en tout cas, voilà, ça aurait servi à ça, il est joli le mur. Et bah, ça nous donnera en plus l'occasion d'aller voir les vidéos sur ta chaîne. Voilà. Merci mon cher. On a quasiment fini dans les temps. C'est passé à une vitesse. Est-ce qu'on a tout survolé de ce qu'on s'était dit, de ce qui pouvait être intéressant sur le sujet? Oui, bah, de toute façon après il y a toujours plein de trucs à raconter, hein, mais voilà, je pense que c'est un sujet qui est intarissable entre ça, entre l'histoire de la médecine, entre voilà, d'ailleurs il y a une chaîne qui est très très bien à ce propos-là, hein, qui s'appelle Asclepios et qui est spécialisée sur l'histoire de la médecine justement et qui est tenue par un type vraiment vraiment bien, donc allez-y quoi. Merci d'inviter des personnes de qualité. Mais de rien, Lisa. Je les sélectionne. Merci. Ils passent un casting et tout. Tu crois pas qu'ils sont faciles? Non, 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 non. Ils passent des questionnaires. C'est sur Moi, plusieurs semaines. j'ai passé 2 heures au téléphone avec elle pour la convaincre. Hein, je vais supplier de m'inviter. Ouais, S'il te plaît, s'il te plaît. Je peux être intéressant. Non, mais c'est vrai que pour le coup, moi, mon seul intérêt pendant ce confinement, c'est d'apprendre des choses et de transmettre.
Et donc, je veux me plonger parce que ça m'oblige aussi, moi, à faire des révisions. Et c'est très intéressant intellectuellement parlant. Et, euh, et à vous, voilà, à vous proposer des gens qui réfléchissent, qui ont des spécialités, qui écrivent, qui ont des points de vue. Vous êtes ou pas d'accord, mais en tout cas, ça nourrit une réflexion. Et je pense que le temps de la réflexion, il est intéressant en ce moment, vu qu'on a, pour ceux qui sont confinés, encore une fois, je ne parle pas de tous ces gens qui travaillent pour nous et merci encore beaucoup de le faire. Ceux qui ont du temps peuvent le passer à ça et c'est un temps qui est plutôt bien rentabilisé. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin? Tu as pris des trucs, toi, récemment? Bah, Une plus? pardon? Tu bookines plus? Tu apprends plus de trucs? Alors j'en profite pour rattraper un petit peu les parce que moi si tu veux je lis déjà beaucoup tous les jours mais pour le boulot tu vois. Donc en fait en dehors du boulot là j'en profite pour rattraper quelques romans graphiques notamment donc ça c'est plutôt cool parce que voilà j'ai des trucs à lire à la maison que j'avais pas pris le temps de lire depuis quelques mois et j'en profite pour rattraper un petit peu ça quoi voilà. Tu as des bouquins conseillés en histoire pour quelqu'un qui a envie de... Ah, moi, je vous invite à relire La peste de Camus. Je l'ai relu là pendant le confinement. J'ai trouvé ça très intéressant de le lire maintenant. Bon, voilà, ça c'est juste. Mais tu as des bouquins que tu conseillerais qui t'ont marqué, plus donné envie si tu penses pas maintenant, tu m'enverras par texto. À la limite, je le remettrai en story après. Ouais. Éventuellement, on pourra faire ça, ouais. Je pense parce que là, tout de suite, si tu veux, j'ai que des gros pavés qui me viennent. Ça sera pas utile, quoi. Mais c'est le Mais moment. Tu sais que je m'étais dit que pendant le confinement, je lirais À la recherche du temps perdu de Proust parce que je me ah. dis, il faut le lire et je n'ai pas ouvert une page de ce bouquin. J'en ai peur, je crois. Je me dis, Mais ah, il y a l'histoire de France en BD. Putain, je me souviens jamais les éditions, mais il y a l'histoire de France en BD. Il y a une série. Je l'ai fait il y a pas longtemps, enfin pas longtemps. Fin d'année dernière, 2019. Il y a une vidéo où je conseille des bouquins, notamment pour Noël. Allez voir sur la chaîne, vous scrollez un peu. À un moment donné, il y aura tant de bouquins pour Noël, voilà. Dedans, je conseille pas mal de bouquins, y compris une série de BD sur l'histoire de France qui est vraiment super bien. Et sinon, bah, en ce moment, moi, j'écris quand même pas mal d'épisodes avec des auteurs, c'est-à-dire avec des historiens ou autres. Et il y en a un avec qui j'aime bien bosser, c'est William Blanc, qui lui est spécialisé dans le médiévalisme, donc c'est la représentation du Moyen Âge. Et donc il fait des livres qui sont plutôt pas mal parce que notamment il avait fait un livre sur les super-héros et leurs inspirations venues directement du Moyen Âge, par exemple. Comment Marvel s'est inspiré du Moyen Âge, par exemple. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. attends, ça a bugué 2 secondes. D'accord. D'ailleurs, je vais te remercier parce que tu m'avais présenté des gens de grande qualité pour faire mon épisode sur l'homosexualité dans l'histoire. Oui, c'est vrai, oui. Pour vérifier voilà, ce qu'on avançait. Et ça avait bien marché parce qu'on avait eu des retours de gens très spécialistes qui disaient qu'on n'avait pas dit de conneries. Bon, C'est bah, très tant mieux. intéressant quand tu fais une vidéo de bien sourcer avant. Mais ah oui, donc je ne savais pas que les super-héros avaient un lien dans le Moyen Âge. Que, au contraire, pour moi, c'était extrêmement américain et extrêmement nouveau monde capitaliste. Non, bah, en fait, enfin, tu peux relier plein de choses hein, dans les super-héros, la pop culture en général. Enfin, il y a vraiment, tu vois, il peut parler de. Alors lui, une de ses grandes spécialités, c'est aussi les légendes arthuriennes. Et ça, les légendes arthuriennes, tu les retrouves partout. Tu les retrouves évidemment dans Harry Potter, tu les retrouves dans Star Wars, tu les retrouves partout. Donc voilà, c'est il y a super-héros, une histoire politique, mais je crois que dedans, alors c'était plutôt, il a fait un truc qui s'appelle Winter is Coming aussi, qui est pas mal. C'est une brève histoire politique de la fantasy, c'est pas mal aussi. Ça, c'est des chouettes bouquins. Ils sont méga intéressés par ça, donc il faudrait que je refasse un live sur les super-héros et l'origine de la pop culture. Ok, d'accord. Ils sont au taquet. Donc, apparemment, ça sera un des sujets de mes lives. C'est bien, ça me force à apprendre. J'avais aussi envie d'inviter Dirty Biology. T'en penses quoi? Ça pourrait être pas mal? Ah, c'est un con lui, hein. Ouais, je sais que tu le détestes, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave. Non, non, Il a quand même des je choses à pense, dire.
Je pense que ça peut valoir le coup. Ouais. Le gars sans filtre, tu vois, il fait un sans faute et à la dernière minute, non, lui, je peux pas le voir. Bah Ouais, ouais, écoute, ouais, il a plein de choses à dire et puis notamment sur les voilà, pour les épidémies pour le coup il aura plein de trucs à dire hein, parce il a pas mal travaillé dessus. Hein. bah, le point de vue biologique de la chose, ça c'est sûr que. Mais il est à Montpellier maintenant en plus. Oui. Il est juste à côté. Je le vois. Il doit être de l'autre côté de mon étang de taux. Je vois Montpellier là, à vol d'oiseau, de là où je suis. Ok, et bah cool. Écoute, ça va couper sec ça va trancher dans 3 minutes. D'accord. Un mot de la fin, je sais pas. Qu'est-ce Eh qu'on ben veut écoutez, discuter? alors à moi je sais pas mais en tout cas à tous ceux qui regardent voilà beaucoup de bonheur et puis j'espère que ça va vous déjà actuellement et puis que ça va aller pour la suite. Voilà, faut prendre soin les uns des autres, faire attention. Et puis essuyer cette tempête du mieux qu'on peut. Voilà. Là pour le coup, il y a pas mal de gens qui sont solidaires et qui vont continuer à créer du contenu pour essayer d'oublier un petit peu tout ce qui se passe en ce moment. Et voilà, on espère que ça passera le plus vite possible. Quoi. Il y a un vrai élan de solidarité chez voilà, bon, les artistes qui essayent d'aider les soignants qui aident les malades, les gens qui essayent de plus penser qu'eux à l'argent et à eux-mêmes. Moi, je trouve qu'il y a une vraie démarche humaine et j'espère qu'elle restera après coup, bien évidemment, qu'on n'oubliera pas si facilement. Euh, mais prendre soin les uns des autres, prendre soin de la société, de l'environnement. Bah, d'ailleurs, j'ai l'impression d'être dans une, une émission de télé. Lundi, je recevrai Nicolas Mérieux. Tu connais Nicolas Mérieux? Ouais, enfin de nom surtout, mais oui. J'aime beaucoup. C'est lui qui m'a sensibilisé à l'écologie, qui m'a fait intégrer le mouvement On est prêt et qui m'a appris des tutos pour faire mon potager. Voilà, Ah, parce ça que c'est bien. j'entame un potager, enfin je reprends le potager d'un pote et je dois dire que ce n'est pas de tout repos et que en gros il y a Ah, non. plein de choses à connaître de la terre. On est tellement déconnecté qu'au début on se sent genre vraiment nul et débutant quoi. Ah, mais moi je fais rien. C'est ma femme qui fait pousser les tomates là, mais on a de la chance nous d'avoir des jardins. Voilà. Ah bah ça change tout. Mais ce rapport Ouais. à la terre, quand tu as été citadine quasiment toute ta vie, tu te sens démuni. Mais donc il nous donnera des astuces pour bien faire pousser tes tomates. Voilà. Et notamment leur chantant un petit hymne, l'hymne de nos tomates. Voilà. Bon, merci Benjamin, je t'embrasse fort et puis je te rappelle Merci en à toi pour privé. l'invite. Merci Allez, pour tout le salut. boulot que tu as fourni, c'était vraiment très intéressant. Namasté. Mais de rien. Namasté. Salut, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Salut à tous.